Bonjour Michel Barbier. Bonjour Hélène. Alors, je suis contente de te retrouver là. Tu sais, cette émission, on l'a faite pour tous ceux qui, depuis le début, sont venus sur Bonheur TV donner leur témoignage de paix, nous soutenir ou être partenaires, etc. C'est toujours un bonheur d'être sur Bonheur TV. Ouais, exactement, exactement. Donc, ça tombe bien parce que tu as une grosse actualité en ce moment, en plus. Et il y a eu le Panthéon de Joséphine Baker. Ça, et tu c'était un sors grand ce livre moment. aujourd'hui. C'était un grand moment, c'était Ouais. vraiment un grand moment. Non, c'est vrai, c'était une cérémonie à laquelle j'ai eu l'honneur d'être invitée par les enfants de Joséphine. Ouais. Et c'est vrai que c'était très émouvant. Et je pense qu'elle le méritait et elle aurait été contente. Je pense Elle que- était très contente. sûrement, sûrement. Elle a dû assister à ça, très contente. Voilà, mais tu vas nous raconter tout ça parce que ce livre, tu m'as dit que c'est aujourd'hui que tu l'as récupéré, ton nouveau livre. Oui, il est sorti aujourd'hui chez l'éditeur Oui. et il sortira en janvier seulement en librairie. D'accord. Bah, tu vas nous raconter comment tu as eu toute cette aventure avec Joséphine. Je t'ai vu sur France 3. J'ai vu France 2 chez France 2. Secret d'Histoire. Voilà, peut-être. Secret Voilà. d'Histoire, il n'y a pas longtemps. Oui, oui. On va parler de toi, de ton parcours exemplaire. Vous avez 3 heures. On a tout le temps qu'on veut. On a tout le temps qu'on veut. Donc tu es né en Algérie, mais où? Je suis née en Algérie, à Ain Sefra. Alors Ain Sefra est devenue célèbre parce que c'est là où Isabelle Eberhardt, en plein désert, a trouvé le moyen de mourir noyée. Noyée dans un oued. Effectivement, il y a des oueds dans les parties vraiment désertiques, mais il y a des crues très violentes. Et voilà, donc je suis née à Ain Sefra. Mais je n'en ai pas de souvenir parce que j'avais quitté, j'étais trop petite. Par contre, j'ai passé mon enfance sur les hauts plateaux algériens, à Bourgeois Ridge, dans la région de Sétif. C'est une région très, très austère, avec des paysages qu'on appelait des paysages lunaires. C'est vous donner une idée de la végétation. D'accord. Et puis tout d'un coup, une ville romaine, Djemila. C'était magnifique. Ouais. Et puis pendant toute la guerre d'Algérie, j'étais à Alger. D'accord. Et la guerre d'Algérie, elle a commencé quand exactement? Elle a commencé en 54. 54, c'est ça. Et puis elle a duré 8 ans. Ça remplit d'un programme, ça, dans une vie. Ça, c'est sûr, mais tu vas sortir un livre, tu m'as dit là-dessus. J'ai déjà sorti un livre, plusieurs livres sur cette période, mais là je vais sortir aux éditions Rive-Neuve une étude sur le dernier maire français d'Alger, Jacques Chevalier, qui était un personnage extrêmement controversé, à la fois par les Français d'Algérie qui le trouvaient, qui l'accusaient de séparatisme, voire d'indépendantiste, etc. Ouais. Et puis par les indépendantistes qui l'accusaient d'être un néocolonialiste. D'accord. Bon, donc c'est un peu... Mais ça met surtout en lumière toute l'extraordinaire complexité de cette guerre à laquelle personne ne comprend rien. De toute façon, on n'a que des clichés à droite, à gauche, parce qu'il y a eu une chape de plomb qui est tombée après. C'est pas une histoire de on tire les ficelles d'un truc, une manipulation. Il y a de toute la façon une population. manipulation, parce que Ouais. qui dit guerre dit endoctrinement, Ouais, ouais. c'est sûr. Mais non, je crois surtout, c'est qu'après 62, il est après la guerre d'Algérie, parce que la France quand même a perdu la guerre et elle a capitulé sans condition lors des accords d'Évian. Mais il ne faut pas le dire, c'est parce que ça ne fait pas bien dans l'histoire. Et il y a eu vraiment un silence qui s'est fait. On n'en a plus parlé. Il fallait oublier. Alors tout est resté dans les non-dits. Tout est resté dans les clichés, tout est resté dans les a priori. Et puis, on assiste de nouveau à des revendications, ne serait-ce que des revendications mémorielles, qui finalement auraient dû être dépassées depuis longtemps. Et j'avais vu un reportage sur un documentaire, je crois que c'était sur France 2, là-dessus, et qui parlait avant que De Gaulle n'arrive au pouvoir, et Oui. que c'était organisé, l'Algérie était un atout, si tu veux, pour ça. Alors, je n'ai pas bien compris pourquoi ni comment, mais ils allaient un petit peu exciter les gens dans les cafés pour, tu vois. Bon, c'est-à-dire que l'Algérie, contrairement... Pour que lui donne peut-être l'indépendance et que ce soit, je ne sais pas, je n'ai pas tout compris, je ne me rappelle plus bien maintenant. Oui, enfin... Voilà, mais c'était officiel, enfin c'était Oui, tout à fait. C'était un documentaire. Oui. Enfin, si vous voulez, l'Algérie, c'était
par comparaison avec ce qui s'est passé au Maroc ou en Tunisie, c'était tout à fait différent parce que le Maroc et la Tunisie étaient des protectorats. Oui. Donc au bout de 99 ans, qu'est-ce qu'on fait? On se sépare, on continue l'aventure. Bon, on se sépare, très bien, il y a eu des morts tout à fait convenables, mais ça n'est pas aussi tragique qu'en Algérie. Parce qu'en Algérie, à partir de 1871, l'Algérie a été constituée de départements français. Ah, c'est ça. Des départements. Je me souviens que les voitures, par exemple, à Alger, étaient immatriculées 91, Oran, c'était 92, Constantine, c'était 93, donc c'était les départements d'outre-mer. Mais la situation était effectivement très complexe, puisque il y avait 1 million d'Européens, et puis à la fin de la guerre, il y avait 8 millions de musulmans. C'est formidable, il n'y avait pas d'Algérie en Algérie, hein. Il n'y avait que des Européens et des musulmans. Il n'y a pas de Français non plus, comme ça c'était clair. Et c'était insoluble, c'était vraiment... Ferhat Abbas lui-même, qui était l'un des pionniers de l'indépendance, disait que la France était mise dans une situation inextricable. Et c'est vrai. Alors, ensuite, on a essayé de ménager, on a essayé, oui, d'accord, les musulmans peuvent être citoyens à part entière, à condition qu'ils obéissent aux lois de la France. Et puis il disait, ah ben non, attendez, hein, on est musulmans, donc c'est les lois de l'islam. Alors, on a créé un double collège, c'est-à-dire ceux qui obéissaient aux lois de la France et puis ceux qui obéissaient aux lois coraniques. Mais ça devenait une inégalité, parce que une voix de Français comptait pour 8 voix de musulmans. Et puis de toute façon, il faut voir ça, je crois, de beaucoup plus haut. Le 19e siècle a été l'ère des grands empires, et puis le 20e siècle était l'ère de la décolonisation mondiale. Seulement, comme il y avait ce rapport particulier entre la France et l'Algérie, ça a été particulièrement sanglant. Et alors après, bien sûr, comme c'était une défaite épouvantable pour la France, on a accusé les uns les autres. Enfin, il fallait sauver l'honneur, mais sauver l'honneur sur quoi? Bon. Et on vit toujours là-dedans. On vit toujours dans ces clichés. On n'a jamais véritablement mis tous les problèmes sur la table. On n'est pas encore arrivé à une histoire, à une lecture apaisée. Alors regardez, l'Indochine aussi. L'Indochine, c'était aussi des colonies. Et puis l'Indochine, il y a eu une guerre particulièrement dure en Indochine. Eh ben, on n'a pas de problème du tout avec les Cambodgiens, les Thaïlandais, les Vietnamiens, etc. Donc il y a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose de particulier avec l'Algérie, parce que c'était une situation extrêmement embrouillée. Et puis, bon, ben maintenant, comme on célèbre en mars les accords d'Évian, le 60e anniversaire des accords d'Évian, qui n'ont jamais été respectés. Hein, ça, non, ça, ils ont tout de suite été foulés aux pieds, ça ne servait à rien du tout. Mais c'était officiellement, la guerre était finie. Bon, très bien. D'accord, c'était l'essentiel. Et on va encore vivre de tout ça. Alors on essaye d'arriver justement à cette mémoire apaisée. C'est important. Hein. Mais je ne suis pas sûre qu'on y arrivera. Les passions sont encore trop fortes. Ah oui. Je suis vraiment pas sûre. Mais il y en a beaucoup qui œuvrent quand même pour apaiser. Oui, mais vous savez, hein, vous avez beau parler, si vous avez des sourds en face de vous, ça ne sert à rien. Hein. Bon alors, là-bas, tout de suite, tu savais que tu allais être artiste et que tu allais... Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'était pas ton truc là-bas. Ah non, pas du tout. Algérie. Moi, quand je suis rentrée, j'étais rapatriée, donc je suis rentrée en France toute seule à 18 ans. Je connaissais personne en France, j'ai fait des études. Tes parents étaient restés là-bas? Ma mère était décédée, mon père était resté là-bas, oui. D'accord. Donc, bon, je suis arrivée, je fais comme tous les étudiants, hein, je faisais des petits boulots pour payer mes études, avec une chambre au père, etc. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus facile que maintenant. Hein. Beaucoup plus facile. Et puis, dès que j'étais majeure, parce que je ne voulais pas rester en France, mais on était majeur à 21 ans. Je sais, oui, j'en sais quelque chose. Donc dès que j'étais majeure, j'ai voulu quitter la France et je suis arrivée comme ça en Suède. D'accord. Et je suis restée... Par un concours de circonstances? J'avais lu une annonce dans Le Monde, on demandait des lecteurs de français en Suède. J'ai posé ma candidature et puis elle a été acceptée. Donc je suis arrivée dans un pays... Un pays où j'étais vraiment étrangère. Et oui, parce que tu ne parlais pas le suédois, si? Non, au début, non, pas du tout. Après, bien sûr, j'ai appris le suédois parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays sans parler la langue quand même, et puis ce serait dommage. Et je suis restée quand même 5 ans en Suède. Et puis un jour, j'ai rencontré Joséphine Baker, en Suède. Là-bas?
Ah oui. T'étais dans quelle ville? Dans la capitale? Non, j'étais à l'époque à Göteborg, c'est la deuxième ville de Suède. C'était en 68. Ah, pendant la Révolution, Avant. juste avant. Juste avant. Oui, oui, juste avant. Et c'est curieux parce que je l'ai rencontré. Vous savez, quand il y avait un artiste français qui venait à Göteborg, il y en avait un Français, un peintre très, très bouillonnant, très exubérant, qui organisait de grandes fêtes pour inviter cet artiste de passage. Donc il avait organisé un méchoui monumental pour Joséphine Baker. Et je l'ai rencontrée là. Et elle venait d'apprendre par téléphone qu'elle avait définitivement perdu son château des Milandes. C'était vraiment au moment où elle raccrochait. Enfin, elle avait vraiment, enfin, elle ne raccrochait pas puisqu'elle avait, elle avait eu ce coup de téléphone juste avant de partir de l'hôtel. Il n'y avait pas encore de portable à l'époque. Oui, oui. Mais elle était vraiment très abattue. La première parole qu'elle m'a dite, c'est « Oh oui, madame, j'ai beaucoup de soucis. » Et oui, et puis elle avait déjà ses 12 enfants. Ah ben oui, bien sûr. Donc, et puis, ça ne l'a pas empêché, 2 mois plus tard, de défiler, de remonter les Champs-Élysées en tête de cortège pour défendre le général de Gaulle. Parce que c'était vraiment une passionnée du général de Gaulle. Tout de suite, vous avez commencé à travailler ensemble? Non, Non. non. Elle est partie 1 an plus tard. Là, j'avais quitté Göteborg, j'étais à Stockholm. Ouais. Et elle était, de nouveau, elle travaillait beaucoup avec la Scandinavie à ce moment-là. Et puis une amie commune m'a dit, tu sais, Joséphine cherche quelqu'un pour lui taper des lettres, là, urgentes. Alors, la petite machine sous le bras, là, je suis allée la voir. Et quand je l'ai vue, là, elle était en discussion avec la femme de Martin Luther King, qui venait d'être, enfin, qui avait été assassiné quelques mois plus tôt. Et Madame Martin Luther King lui proposait d'être le porte-flambeau du mouvement. Et là, elle a refusé parce que c'était trop pour elle. Elle avait perdu son château, elle avait d'énormes difficultés, elle avait 12 enfants sur les bras, elle venait s'installer à Monaco, mais après être restée dans l'errance pendant plusieurs mois, elle avait une attaque cardiaque aussi. En plus, oui, la santé avait été touchée. Ouais. Donc, et puis il fallait qu'elle ait des contrats, qu'elle gagne de l'argent, parce qu'il fallait éduquer les enfants, parce qu'il fallait trouver un appartement, parce qu'il fallait le travail normal, la vie normale de tout le monde. Donc, et là, elle m'a proposé de la suivre parce qu'elle voulait écrire 4 livres. Non, pas un, mais 4. Un sur sa vie, un sur sa carrière, il y avait matière, un sur son action pendant la guerre et un sur son idéal de la fraternité universelle, symbolisé par, par les 12 enfants. Bon, on n'a jamais écrit ces livres. Ah bon? Non, mais on a fait une petite ébauche que je rappelle dans cet ouvrage. Non, parce qu'elle était, elle était tout le temps en train de travailler. Elle travaillait beaucoup. En ce moment-là, en Scandinavie, en Allemagne, oui, elle partait, en Amérique du Sud. Revenait, En revanche, ni les États-Unis ni la France ne voulaient d'elle. Ah bon? Et elle voulait absolument reconquérir New York et Paris. Bien sûr. New York d'abord et Paris après. Elle y est arrivée. Ouais. Elle y est arrivée. Et à la fin de sa vie. Et moi, j'ai donc assisté, si vous voulez, à sa renaissance. C'est ça. Elle était vraiment en ruine quand je l'ai rencontrée. Ouais. Et puis, à force de courage, elle a remonté la pente pour finir après un grand succès au Carnegie Hall à New York, le triomphe à Bobino, avec des funérailles militaires offertes par la France. C'était quelle année, ça? En avril 75. D'accord. Donc quelle aventure. Oui, c'était vraiment une femme magnifique. Oui, c'est une héroïne, quoi. C'était une héroïne, parce que vous savez, quand elle est rentrée dans la Résistance, par exemple, elle n'avait pas besoin de rentrer dans la Résistance. Hein. Elle aurait pu se contenter d'être une artiste très connue, qui se serait mise... Oui, bien sûr. Bon, non, elle a vraiment... Non, elle voulait participer. Tout à fait. Elle avait dit aux responsables, justement, de la Résistance, utilisez-moi comme vous voulez. Oui, c'est ça, c'est quand elle a été contactée pour entrer dans les services secrets. Ça, voilà. Elle dit, la France a fait de moi ce que je suis, faites de moi ce que vous voulez. Beau. Très beau. Très beau. Donc ce livre raconte toute ton épopée avec elle, quoi, tout ce que tu as vécu, je suppose. Ce qu'elle a vécu. Ce qu'elle a vécu, mais ce dont j'ai été témoin. Ouais, c'est ça. Par exemple, elle voulait, à l'époque, elle voulait absolument
faire une campagne de presse que lui proposait un de ses amis anglais. Ensuite, elle cherchait une aide auprès d'un ami danois pour que toute la presse sache à quel point elle était lésée par cette histoire des Milandes. Elle n'a jamais accepté d'avoir perdre les Milandes. Et puis en même temps, elle avait un tel désir de réhabilitation en quelque sorte. Elle s'était sentie profondément humiliée parce que pour elle, ce château des Milandes, ça n'était pas seulement un bien personnel. C'était un symbole. Voilà, c'était le symbole de la fraternité, bien sûr, le village du monde, là où elle voulait ériger un collège de la fraternité universelle, où viendraient des étudiants du monde entier pour apprendre l'essentiel, qui sait jamais les mathématiques, le français, l'histoire géo, tout ça, ça vaut rien. Mais c'était la morale, la tolérance, comment vivre ensemble, etc. C'est ça, comment vivre ensemble, c'est ce qu'elle apprenait à ses enfants. Et alors, pendant toute la période où j'étais avec elle, pendant 2 ans, elle cherchait un nouveau lieu quand même. Alors, chaque fois qu'un espoir se présentait, elle fonçait dessus, avec vraiment un empressement presque juvénile. Et puis, ça a échoué. Bon, très bien, alors on passe à un autre. Donc, c'est toute cette période. Et en même temps, non seulement elle jouait son rôle de mère, à une époque où les adolescents, d'ailleurs, qui la respectaient, j'ai toujours été très, très, très touchée par l'immense respect qu'ils avaient pour leur mère. Mais ils avaient envie de vivre leur vie aussi. Et c'était l'époque, vous savez, la jeunesse. Oui, c'était 68. Ah ben oui, et surtout après 68, la 70, vous pensez, bon, c'est tout à fait normal, mais quand même, ils étaient tout à fait conscients de ce qu'ils représentaient. Ah oui, oui. Ça, ils étaient tout à fait conscients. Et ils jouaient le jeu. Et ils continuent maintenant. Ils continuent d'ailleurs, ils ont créé une association pour perpétuer le message c'était leur de mission, leur mère. Bien sûr, c'était leur mission sur cette terre. Elle les avait bien briefés. Ah, tout à fait. Tout à fait. Non, mais ils y croient. En plus, ils y croient. Mais comment voulez-vous ne pas y croire quand vous avez un jaune, un blanc, un arabe, un juif, un truc, qui sont ensemble frères et sœurs? C'est pas possible de ne pas y croire. Sûr. Et elle avait fait tout ça avec ses propres deniers. Ah bah complètement. De faire visiter cet endroit et d'en faire un symbole et tout ça. Ah bah oui, complètement. Oui, c'est pour ça qu'elle l'a très mal vécu, quoi. Mais elle a surtout mal vécu le fait que elle pensait que le monde entier devait l'aider à créer. Ben oui, normalement, c'est ça. Au lieu d'avoir quelques petites considérations financières médiocres, là, qu'est-ce que c'est que c'était pas Joséphine, ça. Donc elle voulait absolument recréer elle voulait la paix, quoi. Elle travaillait. C'est bien pour ça que c'est bien qu'elle soit sur Bonheur TV aujourd'hui, qui est dédiée à l'éducation, à la paix. Je dirais que c'est une combattante de la paix. Voilà. Et alors, tu nous as amené Darry Cole aussi? J'amène Darry Cole parce que aux éditions Rive-Neuve, ils viennent de sortir en même temps. Et à Darry Cole, tout le monde a ce souvenir de ce comédien. Il nous a fait bien rire. Tout à fait désopilant et plein de charme. Donc, c'est sa femme qui a donc sorti ce témoignage, ce livre avec des photos. Et ça m'a fait plaisir de le présenter parce que tout le monde tu l'as connu, Darry Cole? Tu l'as bien connu? Je l'ai rencontré une fois. Bon. Une seule fois, j'étais à l'époque, je m'occupais de cirque à l'époque, et j'avais fait venir à Paris le cirque italien Il Florileggio, qui était un magnifique cirque italien. Et puis toutes les stars se précipitaient, tout le monde est venu au Florileggio, et entre autres Darry Cole. Donc j'ai eu la chance de bavarder pendant un petit quart d'heure avec Darry Cole. Et bien comment tu es venue au cirque? Donc c'est après la Suède? Alors après la Suède, après même Monaco, parce que j'étais 2 ans avec Joséphine à Monaco, j'avais commencé à faire à chatouiller la guitare, à être comédienne. J'avais fait le conservatoire, le cours Simon, enfin tout ce qu'il fallait, quoi. Et puis un jour, je commençais, c'était assez sympathique la façon dont je commençais une petite carrière gentiment. Et tout d'un coup, j'ai connu le cirque. Ah, et là, ça a été le coup de foudre. Et là, ça a été 35 ans. Ouais. 35 ans de cirque. C'est l'amour. Et c'était quel cirque le premier? Le premier, c'était un cirque en Suède, toujours à Suède, où j'étais engagée comme Madame Loyale. Parce que, tu présentais. Mais oui, parce qu'avoir une Française qui parle suédois avec un accent français, c'est exotique. C'était chic. Et puis au cirque, après, on reste au cirque. C'est ça, de cirque en cirque. Et voilà, c'est ça. Et j'avais été accueillie au cirque par un fil de ferriste mexicain qui s'appelait Manuel Millares.
C'est quoi un fil de Fil de ferry? ferris qui monte, un funambule même. Ah, un parce que funambule. les fils de d'accord. ferris, c'est seulement, c'est pas très D'accord. haut du sol, tandis que les funambules, c'est vraiment en hauteur. D'accord. Et il m'a dit, au cirque, on reste une semaine ou on reste toute sa vie. Ouais. Ouais, mon engagement était de 3 Voilà, mois, donc je voilà. suis restée toute... Bah oui, 35 ans, mon Dieu. Ça te manque en ce moment, non? Très honnêtement, plus maintenant. C'est fini, Non. t'as tout donné. Non, parce que d'abord le cirque a beaucoup changé. Ouais. C'est devenu maintenant plus une entreprise de spectacle que j'ai pu retrouver l'âme du cirque. Des gens comme Joseph Bouglione, Achille Zavata, tout ça, c'est vrai que c'est une espèce en voie de disparition. Maintenant, vous avez des gens extrêmement sympathiques, mais qui sont des directeurs artistiques ou des directeurs tout court. L'ambiance n'est plus la même. Et puis, j'avais plus ma place, j'avais plus envie, si vous voulez. Je suis venue te voir dans un cirque, moi. Tu t'occupais d'un... Ah ben, c'était le mien. C'était le tien, voilà. À Alors, Messidor, Je c'était sais pas, c'était en... à la porte de Passy. Ouais, oui, je pense. Ah si, si. C'est je là me où souviens. j'avais j'ai chanté aussi, là, non? Ah non, là Attends. c'est quand tu avais participé à Créatica. Ah voilà, c'est ça. Et c'était où, C'était au ça? cirque Diana Moreno. Voilà, c'était pas Messidor, Voilà, c'était oui, tu avais Diana participé Moreno, au voilà. festival des auteurs-compositeurs. Voilà, j'étais là. venue voir un spectacle de cirque aussi, là, qui était formidable. Oui, oui. Ah ben là, c'est un véritable c'est une cirque famille, hein. familial. Voilà, c'est une vraie famille. Il y a une âme, si C'est vous ça. voulez. C'est ça. Ah oui, non, mais c'était super, 35 ans. Et qu'est-ce que tu faisais alors? Tu t'occupais des artistes, à part Madame Loyal Bah, je dirigeais. Tu dirigeais, d'accord. J'étais avec le premier, c'était avec le père de ma fille, et puis après, c'était avec un associé, Michel Sanchez. Donc, on dirigeait, quoi. D'accord. Ce qui fait, c'est-à-dire, je faisais du jonglage avec les finances, Oui, c'est la Ou de l'équilibre. priorité. du dressage avec les artistes. Ouais. Et les animaux? Les animaux, on n'a jamais Non, eu d'animaux non. sauvages, D'accord. à part les ours. Mais bon, parce que je n'ai rien hein, contre les animaux dans le cirque, parce qu'en principe, les animaux sont tellement bien traités, à part quelques exceptions, comme dans les maisons, il y a des enfants maltraités aussi, mais en principe, les animaux sont les partenaires des Bien, artistes. évidemment. Donc, c'est... Non, mais simplement parce que ça coûtait trop cher, quoi. Un numéro de fauve, c'est fou ce qu'ils mangent, les fauves. Non, mais... On a eu des otaries une fois, 25 kilos de poisson par jour. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est pas tenable, ça. Tu pouvais arranger les trucs, faire de l'équilibrisme. Voilà, là, c'est ça. Non, là, c'est pas possible, ça. Et dis-moi, après, il y a eu le gala de la presse que tu as créé. Oui, ça, c'est aussi, c'était une époque, c'était en 84. C'était du cirque un peu. Bah oui, c'est-à-dire, c'était sur le modèle du gala de l'Union des artistes, qui avait eu une interruption depuis 3 ans. C'est ça. Et puis, j'étais rentrée c'était Antenne 2 à l'époque. Ouais. Je voyais tous ces journalistes qui étaient très célèbres parce qu'ils passaient dans un petit écran. Ouais. Moi qui étais à des milliers de kilomètres de cet univers. Et puis finalement, je trouvais, ils parlaient des misères du monde et j'avais envie de leur dire, mais et vous, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de dire à tout le monde tout ça. Bon, alors c'était au bénéfice le but, c'était de mettre en lumière une association humanitaire Bien différente sûr. chaque année. Non, bon, il y a eu enfin, il y a eu 11 éditions en Quand tout. même, hein, oui. Puis après, comme toutes les bonnes choses, ça s'arrête un jour. Hein. Vous savez, un jour, on vous aime, le lendemain, on vous aime plus. Et puis après, on C'est vous une aime question de nouveau. d'énergie aussi. Et puis tout ça, bon. D'accord. Et donc, parce que j'ai vu que tu as écrit, tu en as écrit toute une flopée, des livres, au moins 12, 13, 14. je sais Oui, pas, c'est ça. hein 14, exactement. 14 livres. Les CD, il y en a plein aussi. 4. Ouais. J'ai écouté le dernier, enfin celui que tu m'avais donné Ah oui. l'année dernière. Ah bah, Très, il y en a- très il y a au beau. moins une personne qui l'a écouté. Très ça, c'est beau, formidable. très beau, mais je te l'avais dit. Et oui, puis j'ai vu un de tes spectacles, j'étais venue, et puis tout à l'heure, comme j'étais en train de remplir des dossiers, la petite chanson, tu sais, Subvention. À subvention, piston, relation, salutation. Ouais, je me souviens de ça, enfin, il y en avait de très belles aussi, très émouvantes, etc.
Et là, alors, tu prépares quoi en dehors de la sortie du livre? Tu as un spectacle, tu m'as dit. Je prépare d'abord la sortie du prochain livre sur Jacques Chevalier, dont je parlais tout à l'heure, toujours aux éditions Rive-Neuve. Pour l'Algérie, ça. Voilà. D'accord. Une pièce de théâtre qui va être jouée au mois de mars au Théâtre du Nord-Ouest sur la guerre d'Algérie. Ce sont les dialogues entre Germaine Tillion et Yassef Saadi. Germaine Tillion qui était donc chargée de mission du gouverneur général Soustelle et qui avait créé les centres sociaux, une femme que tout le monde connaît, une femme absolument admirable, d'une grande humanité, et qui avait rencontré dans la clandestinité Yassef Saadi qui était le responsable FLN d'Alger. Wow. Et il n'était pas encore arrêté, c'était avant son arrestation. Il était terré dans la Casbah pendant qu'il y avait toutes les troupes du général Bassu qui étaient autour pour le rechercher. Et de voir donc ces deux conversations qui ont eu lieu, c'est un moment dramatique extraordinaire. Et pour moi, ce que j'ai eu envie de mettre, comme toujours, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est comment ces gens de tous les bords, tous parfaitement sincères, ne sont pas arrivés à s'entendre. Chacun parlait son langage. N'entendait que son langage. Et puis mais en même temps, il y avait, vous savez, entre Français et Algériens, ça a toujours été haine, amour. Ce sont des relations très étranges. Parce qu'il y a une fascination, il y a une attirance, et en même temps un rejet réciproque. Mais c'est très curieux. Et surtout quand on est pris dans une situation historique ou politique qui vous dépasse complètement, à laquelle on ne comprend rien de ce qui se passe en réalité. On vit tout ce qu'on vit, c'est à notre petit niveau. On le vit avec nos tripes, avec notre sensibilité, mais on ne voit souvent pas tout ce qui nous dépasse. Et j'ai trouvé que c'était un moment extraordinaire, parce que Yassef Saadi avait dit à Germaine Tillion qu'il était prêt à donner l'ordre d'arrêter les attentats. C'était l'époque où vous preniez un café et puis vous aviez une bombe qui explosait. Enfin bon, c'était l'époque des attentats. À condition que les deux condamnés à mort ne soient pas exécutés. Alors Germaine Tillion est allé voir donc, les hautes autorités, entre autres c'était François Mitterrand qui était ministre de la Justice, et ils ont été exécutés. Bon, voilà. Et donc c'est toi qui as écrit la pièce? Oui. D'accord. Et tu la mets en scène aussi? Pour le moment, j'en suis au stade de l'écriture. D'accord. Vous savez, j'aimerais bien avoir un metteur en scène, mais faut le chercher. Et puis il faut se faire envoyer promener. Et puis qui vous êtes? Moi je suis personne. Alors, on verra bien. Moi j'y vais avec l'énergie. L'énergie, la sensibilité. Puis je pense avoir, au bout de plus de 40 ans de scène, je pense avoir un petit peu quand même de technique de scène. Quelques notions. Et la chanson alors, bientôt? La chanson, oui, je vais avoir des petits spectacles le 22 décembre. Je présente un spectacle. J'aime bien faire des tours de chant, adaptés bien sûr à mon âge et à mon physique, bien évidemment. Je peux pas jouer les jeunettes, ça passerait pas. T'es sûr? Non, ça passerait pas. Alors dans ce spectacle, je lis, si vous voulez, les chansons dans une trame générale. Et là, c'est une histoire d'une vieille concierge acariâtre qui dit du mal de tout le monde. Ah, sympa. J'adore. Méchante à souhait, là. Aïe, j'adore ça. Jouer les méchants, c'est rigolo. Mais je suis méchante, donc il faut que ça défoule. Et puis en janvier, le 2 et le 12 janvier, avec un excellent chanteur qui s'appelle Marc Havé, on a monté un spectacle que les gens aiment bien quand on le présente, ça s'appelle Les Nouveaux Vieux. Les nouveaux vieux pètent le feu. Oui, ils ont beaucoup d'énergie. On fait aussi des chansons, puis dans une petite trame, rigolo, vieux couple là, qui discute. Et puis... Vous serez où? Au Connétable. Au Connétable, d'accord. Au Connétable. Donc en janvier au Connétable. Oui, le 2 et le 12, oui. D'accord. C'est une activité débordante. Ça va s'arrêter, donc autant le faire maintenant, parce que plus tard, je ne peux pas faire de Paris. Tant qu'il y a de l'énergie, il faut en profiter. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais évoquer que nous n'avons pas pu évoquer dans cette émission? D'abord, je dois dire que
quand je me trouve à côté de toi, je me sens terriblement égoïste parce que finalement, mais oui, parce que moi je m'occupe de choses, de théâtre, de trucs comme ça, tandis que toi tu t'occupes de la paix dans le monde. Oui, mais toi, tu es venu témoigner sur Bonheur TV pour Ah la oui, paix. par témoigner, qu'est-ce que j'ai fait? Je te garantis que c'est pas moi qui ai ramené la paix en Algérie. Ah si, j'ai ramené une fois la paix dans un pays. Alors, oui, c'est Israël. Eh bien, tu vois. Oui, parce que c'était après la guerre des 6 jours. Oui. J'habitais donc à l'époque en Suède et j'avais décidé d'aller en Israël. Et puis, il y a eu la guerre des 6 jours, donc les avions avaient été supprimés. Oui. Alors, il y avait un avion qui venait de New York, qui passait par Stockholm, ensuite il s'arrêtait à Athènes, et puis qui nous amenait à Tel Aviv. Et quand Athènes, passer une nuit à Athènes, je n'allais pas rester dans ma chambre d'hôtel quand même. Hein. Il y avait l'Acropole, il y avait tout à voir. Donc, arrivé à Tel Aviv, avec la chaleur, tout ça, j'étais épuisée et j'ai perdu mes papiers. Et je connaissais personne en Israël. Et à l'époque, on ne pouvait même pas. C'était vraiment le jour même où la guerre se terminait. Donc voilà, je suis arrivée et j'ai ramené la paix en Israël. Ah bah tu vois. Et on ne m'a même pas donné de médaille. Non, mais symboliquement, tu l'as fait. Donc c'est très bien. C'est très bien. Alors moi, j'ai une question rituelle que je pose à toutes les personnes qui viennent là. Comment as-tu fait pour remonter quand c'était les périodes basses? C'est quoi tes trucs? Il y a eu des périodes basses. Bah, chez tous les artistes, il y en a. Chez tout le monde, et puis Chez même tout le artiste monde. ou pas, Oui, tout le monde a oui. des hauts et des bas. Voilà. Vous savez. Ça n'existe pas, hein, les vies linéaires comme ça. Ça serait bien quand même, non? Toujours des vies en Je sais pas. Ça pimente quand même. Oui, c'est ce qu'on dit, mais bon. Bah, je crois que quand il y a des périodes qui sont douloureuses, tout le monde en a. J'ai eu mon petit chapelet aussi, donc d'abord, il faut attendre que ça se passe. Hein. Et qu'est-ce que tu fais en attendant que ça se passe? Le dos rond. Elle fait le chat, elle fait Le dos chat. rond. D'accord. D'accord. Oui, c'est une bonne technique. Vous savez, Scarlett O'Hara disait « Tomorrow is another day ». Demain, c'est un autre jour. C'est ça. Et puis, il faut accepter. Puis quand les choses sont vraiment trop douloureuses et qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien faire, c'est pas la peine de se révolter. Ça, c'est clair, c'est de l'énergie perdue. Voilà, donc on attend. Puis après, de toute façon, ça revient bouge, toujours. Ouais. Ça bouge. Un conseil à donner à nos téléspectateurs et internautes Je n'ai pas un conseil à donner, mais je voudrais donner une devise. Oui. Une devise qui m'a été enseignée par une femme que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Dagmar Bolin, et qui a été la première script du cinéma, avec Abel Gance. Et elle me disait, la vie est trop courte pour être petite. Oh, c'est beau ça. Et j'ai trouvé ça magnifique. La vie est trop courte pour être petite. Écoute, donc tout ce qui est mesquinerie. Oui, ça, on n'a pas. De toute façon, on n'a pas le temps pour tout ça. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est ce que je pense. Et surtout quand on prépare événement sur événement. Voilà, il faut s'occuper. On ne peut pas. Et puis si ça rate, ça rate. Hein. Mais il vaut mieux regretter de faire quelque chose que regretter de ne pas l'avoir fait. Parce que quand vous regrettez de ne pas l'avoir fait, vous imaginez que ça aurait été magnifique, etc. Vous l'avez fait, ça a raté, c'était pas magnifique. Moi, c'est fait. Et c'est fait. Moi, c'est fait. On tourne la page. Exactement. Écoute, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, vas-y, une autre devise. Tu n'as pas eu besoin là, de défense. Non, j'ai rien de... D'abord, je suis très très reconnaissante de ton invitation parce que tu es quelqu'un que j'admire beaucoup en tant qu'artiste. Ah, c'est gentil ça. En tant qu'artiste et surtout... En tant que chanteuse de variété. Et pas seulement la prestance sur scène, c'est très important. D'ailleurs, dans mon livre, je donne à tout le monde, parce que je crois que c'est... Enfin, tout le monde, tous ceux qui le liront, bien sûr, les conseils que me donnait Joséphine elle-même, parce qu'elle m'avait fait une petite partie de ses spectacles, tout ça, c'était mignon tout plein. Bon, évidemment, j'étais tétanisée devant elle, mais c'était quand même sympathique. Et elle m'avait donné les conseils que j'ai suivis toute ma vie. Et je crois que beaucoup d'artistes en auraient bien besoin. D'abord, la présentation. Elle me disait toujours, un artiste, avant tout, on le voit. Avant de l'entendre, on le voit. Il faut qu'il fasse rêver tout de suite. S'il se présente en blue jeans comme ça, il ne fait pas rêver.
l'addiction. Bien sûr. Alors là, maintenant, les comédiens et les chanteurs actuels, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, mais je prends des crises de rage, là, c'est pas possible. Oui. Pourquoi tu chantes? On ne te comprend pas. Là, l'addiction, c'est épouvantable, épouvantable. Quand vous pensez qu'il y a des cours d'art dramatique qui mettent l'addiction en option. Ah bon? Oui. Alors, comment voulez-vous? C'est comme si un architecte disait, oui, je construis une maison, mais alors les fondations, c'est en option. Hein. L'addiction, le costume. Bon, tout le monde ne peut pas se payer des costumes. De toute façon, c'est pas la mode. Hein. Il fallait être Joséphine pour porter. Vous me verriez moi dans ces costumes, tout le monde rigolerait, quoi. C'est pas... Mais trouver son personnage et aussi trouver son répertoire qui corresponde à sa personnalité. Pas parce qu'on a une voix forte qu'on chante Piaf. Bien sûr. Désolée. Piaf, c'était Piaf. Elle avait son humanité, sa souffrance. C'est chanter Piaf parce qu'on chante. Bon, ben on chante pas Piaf là. On chante d'abord. Piaf ne faisait pas ses chansons, à part une ou deux. Mais il faut choisir, savoir ce qu'on représente, et surtout le respect du public, le contact avec le public. Combien de fois, vous voyez, aussi bien des comédiens que des chanteurs. Il y a un mur de glace entre le public. Ils jouent comme à la télé. Mais on n'est pas à la télé, il y a des gens là. Des gens qui ont payé leur place. Et c'est le bonheur, ça. Et puis il faut communiquer avec eux, il faut leur donner. Bien sûr. Et ça, c'était Joséphine. Joséphine, quand elle arrivait, elle avait cette générosité qui partait dans toute la salle. Combien de fois j'ai vu des salles mais se lever après. Et pourtant, quand je l'ai rencontrée, j'aurais jamais acheter un billet pour aller voir Joséphine Baker. C'était vieux, c'était vieux. Bon, c'était les Beatles, hein, donc Joséphine Baker, c'était vraiment pas possible. Dès que je l'ai vue sur scène, ça a été un éblouissement. C'était une leçon de musique. D'amour, une leçon d'amour. Et une leçon d'amour, et elle donnait tout le temps. Et elle était somptueuse, toujours sur scène. Même si elle était fatiguée dans les coulisses, dès qu'elle arrivait, majestueuse. Ah, c'était une grande dame. Bah, écoute, on est ravis de la voir avec nous ce soir. Et puis qu'elle ait eu cette reconnaissance cette année, c'est merveilleux. Très émouvant. Oui, c'était une belle cérémonie, vraiment. Très bien. Alors, tu reviens quand tu veux, Michel. Ah ben demain, si tu veux. Si tu veux. Non, demain, c'est samedi, on n'est pas là. Bon, alors on enregistre 4 ou 5 émissions. Mais on peut en faire d'autres quand tu voudras. Mais ce sera sympathique, en tout cas. À bientôt. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie, je l'ai choisi. Toi, tu viendras sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi. Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis, je vis, tu me souris. Je sens le bonheur danser en toi. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie, je l'ai choisi. Toi, te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi. Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens
ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis, je vis, tu me souris, je sens le bonheur danser en toi. Toi te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi.